Bonjour Patrick Pelot. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être avec nous. Le Covid revient donc en France et dans toute l'Europe. Ça monte. J'ai vu que c'était 56% par rapport à la semaine dernière, en 7 jours. Oui. Alors, c'est pas du tout la même forme que ce qu'on a connu, notamment en mars et en février 2020. Ça a changé, c'est-à-dire que c'est une forme, comme on a une population qui est pas si mal que ça vaccinée, à peu près 70-75% de la population a été en fait en contact avec le virus. Ils font des formes qui sont en fait surtout des formes ORL, d'accord, avec des grosses laryngites très douloureuses, voire des otites, des céphalées. C'est pas les mêmes symptômes que auparavant. Non. On voit bien en fait que la vaccination a entraîné une défense notamment très profonde, c'est-à-dire que les formes pulmonaires on les voit pas. On voit encore des formes graves, très rares, mais des formes graves, notamment chez les gens qui ne sont pas vaccinés, évidemment. Et les vulnérables. Donc ça recommence, mais est-ce qu'on est sur le point de connaître un redémarrage de l'épidémie? Est-ce que vous dites panique ou pas panique? Non, alors je sais qu'on a un pays qui adore avoir peur et qui adore la panique. Non, on n'en est pas là. D'abord, on connaît bien cette maladie. Deuxièmement, c'est probablement une des maladies qui est le plus surveillée en pathologie infectieuse à l'heure actuelle en France. Donc, il y a toutes les données qui arrivent. Donc, il faut pas paniquer. Il faut être vigilant. Je pense vraiment que nous avons une nouvelle maladie sur Terre, en fait, qui s'est installée et qui va durer très longtemps. Donc il faut qu'on apprenne à vivre avec. Et probablement que quand vous avez... On apprend à vivre avec et ça se renouvelle chaque année? Ça se renouvelle, oui. Ou plusieurs fois par an, parce que là, on sait que de toute façon, ça a été dit par le conseil scientifique notamment, on s'attend à ce qu'il y ait un nouveau variant qui arrive quelque part cet été. Il paraît que Sanofi commence à voir où va appliquer certains vaccins nouveaux contre ces variants. Mais c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que la science a énormément travaillé sur ce domaine, donc vous avez des vaccins qui vont arriver, donc ça c'est rassurant, et il ne faut pas qu'on ait peur. Là où ça serait la catastrophe, c'est en effet s'il y avait un variant qui arrivait, inconnu, et qui craque les vaccins. Mais est-ce qu'il faut craindre, j'ai envie de dire, de retrouver les sommets qu'on a connus, de peur, etc., de pandémie, avec des confinements, des demi-confinements, des petits confinements? Non, à l'heure actuelle, non. C'est-à-dire, je vois bien, là encore, d'accord, des Cassandres qui sont en train de dire il faut tout fermer, etc. Non, tel n'est pas le cas. On ne va pas réarrêter la vie économique et culturelle et les écoles pour ça. Les vacances, à quoi vont ressembler les vacances cet été? Mais amis, bonnes vacances. La seule chose, et c'est là où en fait il y a eu une faute, à mon avis, d'Olivier Véran quand il a quitté ses fonctions de ministre, où il a dit on enlève le masque. On a eu l'impression qu'en fait, nous, sur le front de la santé... Mais à ce moment-là, on pouvait l'enlever. Non, fallait pas l'enlever, fallait rester vigilant. Et les Françaises et Français l'avaient compris, c'est-à-dire que vous l'aviez remarqué, notamment dans les transports, parce que c'est là où vous êtes le plus serré pendant longtemps, où vous êtes en contact... Les salles de spectacle, les salles de sport... Les salles de spectacle, ça allait encore parce qu'ils avaient respecté un certain nombre de critères, mais c'était surtout les transports, surtout ça qui est visé, notamment le métro, par exemple. Ouais, et donc, il fallait maintenir le masque. Bon, maintenant, il faut le remettre. Oui, c'est une certitude. Est-ce qu'il faut que le gouvernement ordonne, recommande le port du masque? Oui, bien sûr. Vite. Et le gel hydroalcoolique. Parce que tout le monde semble avoir oublié, d'accord, y compris dans les restaurants, dans l'entrée des magasins, etc. Ça y est, tout le monde s'en fout du gel hydroalcoolique. Non. Si vous avez le gel hydroalcoolique et le masque, on sait que vous avez une excellente protection. Donc, il n'est pas nécessaire de le rendre obligatoire. Il est conseillé, mais pas obligatoire. Il est conseillé, mais à mon avis, là, avec la reprise de l'épidémie et la situation dans les hôpitaux, il faut le rendre obligatoire, au moins dans les transports. Patrick Pelot, en juillet, l'état d'urgence sanitaire doit s'achever. Est-ce qu'il faut le prolonger, le retarder, l'aménager, l'arrêter? Non, il faut rester vigilant. Je pense qu'il faut l'aménager plus que l'arrêter. Parce que si les parlementaires l'arrêtent, ils vont donner un signal disant c'est terminé. Or, ce n'est pas terminé. D'accord ? Il y a toujours une forte tension sur les lits de réanimation. On est sur le fil. Si jamais, parce que comme vous le dites, les personnes non vaccinées, les personnes vulnérables qui sont atteintes de cancer, de maladies auto-immunes et qui l'attrapent, font des formes graves. C'est-à-dire, on a encore aujourd'hui
moins que pendant la première vague, etc., évidemment, mais on a des formes graves. Et donc ça, il faut être vigilant. Il ne faut pas que les parlementaires nous disent « Allez, on lève l'état d'urgence, faites ce que vous voulez », et que d'un coup, l'épidémie reparte, parce qu'on ne pourra pas faire à l'heure actuelle dans les hôpitaux. Alors, vous avez dit les masques, est-ce qu'il faut vacciner? On dit les plus de 60 ans. Oui. Ou est-ce qu'il faut vacciner tout le monde? Là, pour l'instant, il y a eu un choix du ministre de la Santé disant qu'on vaccinait d'abord les plus vulnérables, les plus de 60 ans. Mais à mon avis, il faut étendre ça notamment aux personnes qui sont au contact, d'accord, de la population. Je pense notamment aux caissières, d'accord, à toutes ces personnes qui travaillent au contact de la population. Les soignants, on va se revacciner dans les prochaines semaines, voilà. Donc, il faut en effet une grande campagne de revaccination qui doit être faite. Est-ce que vous confirmez qu'il y a des médecins et des infirmières qui acceptent des remplacements et des gardes à condition d'être surpayés? Les fameux médecins intérimaires. Écoutez, la rareté a entraîné... j'appelle les médecins mercenaires. Voilà, alors mercenaires, c'est comme ça qu'on les appelait. Je comprends pourquoi Martin Hirsch les appelle médecins mercenaires, parce qu'il était directeur de cabinet en 98 avec Bernard Kouchner, et c'était comme ça qu'on les appelait. C'est un peu péjoratif. Ils font un vrai travail. Et en fait, ils ont occuper une place qu'on leur a donnée à partir de 2007 avec la loi dite Bachelot, où on leur a dit, écoutez, voilà, s'il n'y a personne, vous pouvez travailler. Et il y a eu une inflation. Ça vous choque pas, ça? Ah si, attendez, je vais y venir. Et il y a eu une inflation, et en effet, ils sont payés des fois 2, 3, 4, 5 fois plus qu'un médecin hospitalier. Mais ça, c'est ni moral ni déontologique, peut-être. Alors, c'est la loi, ils ne transgressent rien, ils utilisent les failles de la loi. Le législateur, au cours de la dernière mandature, a essayé de limiter les choses, ça a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas eu de politique de l'emploi, de l'attractivité dans les hôpitaux, que le Ségur de la santé a totalement oublié les métiers qui font de la permanence de soins et les fameuses gardes de nuit, eh bien évidemment, plus personne ne veut les faire. Mais comme les directeurs d'hôpitaux, pour l'instant, on va y revenir, veulent maintenir les gardes de nuit, eh ben, ils prennent les intérimaires. Et en effet, j'ai des collègues, et c'est très triste, qui sont d'une valeur extraordinaire et qui préfèrent faire de l'intérim parce qu'ils vont gagner 5 fois le salaire d'un praticien. Et qu'est-ce que vous leur dites à ces amis? Je leur dis qu'ils vont chercher l'argent parce qu'ils ont besoin de gagner leur vie, parce que généralement ils finissent leurs études et vous savez bien que les études de médecine, c'est gagner leur vie. Voilà. Ils gagnent leur vie, mais oui, mais actuellement le système est comme ça. Et mais quand vous le feriez, vous? Non. Non, Pourquoi vous ne le feriez pas, vous? Parce que vous acceptez que d'autres le fassent? Je ne l'ai jamais fait, parce que je suis assez tolérant, mais si vous voulez, ils profitent d'un système qui est tout à fait légal. Et quand on dit, quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est quand, en fait, le monde hospitalier public aura les mêmes rémunérations, mieux payées, les mêmes rémunérations que le privé. Mais en attendant, qui les arrête? Parce que dans des hôpitaux, pour l'instant, on ne peut pas les arrêter. Alors, si on les arrête, on ferme la plupart des hôpitaux, notamment les hôpitaux dits périphériques et des régions. Alors, il y a un autre phénomène qui a l'air de se produire. Des médecins libéraux renoncent à leur statut pour devenir des médecins salariés. Oui. Alors, ça c'est l'évolution. Alors, là, pareil, je n'ai pas à dire que c'est bien ou c'est mal, c'est juste l'évolution du système. C'est-à-dire que les médecins, le médecin à l'ancienne qui s'installe tout seul en ville dans son cabinet avec sa femme qui va faire la secrétaire, c'est fini. Ça n'existe plus. Ça n'existera plus. Ça ne doit plus exister. Non, c'est pas que ça ne doit pas exister, c'est qu'il y a une évolution sociétale et le monde médical a évolué aussi dans sa composante au travail. Et en effet, maintenant, tout le monde se regroupe pour mieux travailler, pour mieux profiter de la vie. On ne va pas leur en vouloir. Puis s'ils font la qualité des soins. Ça concerne tous les métiers. C'est envie de vivre tout en travaillant, tout en utilisant le télétravail. Oui. Est-ce que vous appelez ou vous en appelez, vous, aux médecins privés pour qu'ils fassent aussi des astreintes et des gardes? Ça, c'est essentiel. Ça a été dit pendant On ne peut pas demander au service des urgences de faire tous les dysfonctionnements et d'assumer tous les dysfonctionnements du système sanitaire, social, psychologique. Donc, il y a une réforme globale de la santé à avoir. Et cette réforme globale doit concerner pas seulement les médecins généralistes, mais l'ensemble des médecins de l'ensemble du système qui doivent participer à la permanence de soins. Alors, il y a certains, avec Sylviane Noël, qui est sénatrice LR de Haute-Savoie, qui proposent de réintégrer les personnels soignants qui avaient refusé de se faire vacciner. Oui. Ils sont 4 à 5 000 par rapport à 1 200 000 personnels et agents hospitaliers. Est-ce que vous y êtes favorable? Je suis favorable. D'abord, il faut savoir passer l'éponge, d'accord, premièrement.
Et deuxièmement, on ne peut pas, sous prétexte que quelqu'un ne s'est pas fait vacciner, dire qu'on va laisser attendre des gens sur des brancards et fermer des lits de réanimation, de soins continus, de soins intensifs, de gériatrie, etc., en disant vous n'êtes pas vacciné. Mais au début, vous étiez contre ? Non, au début, j'étais contre. Parce qu'ils ne se faisaient pas vacciner alors qu'ils étaient des personnels de soins. Parce qu'ils faisaient courir des risques. Pour eux-mêmes et pour les malades. Et donc, déontologiquement, c'était contradictoire d'apporter la maladie aux malades. Deuxième point, quand vous faites la médecine, quand vous exercez un métier de médecine, vous êtes dans l'exercice de la science. Vous ne pouvez pas être contradictoire avec la science. Il regrette ou renonce à la science. Voilà. Est-ce que c'est pas donner une récompense à ceux qui n'ont pas voulu se Non, pas du tout. C'est pas une récompense. Nous sommes actuellement dans une telle crise à l'hôpital. 20% des lits sont fermés dans la plupart des hôpitaux. La Fédération hospitalière de France, cette semaine, a dit que quasiment tous les hôpitaux ont un manque de personnel. Et surtout l'été, ça va chauffer. Et l'été, et moi je suis désolé, je préfère qu'on réintègre des personnes qui n'ont pas été vaccinées, qu'on discute avec eux, qu'on trouve une obligation avec les parlementaires sur le nouveau carnet vaccinal à avoir, mais qu'ils reviennent travailler parce qu'on a besoin d'eux. Est-ce que le vrai problème, c'est l'argent pour l'hôpital, ou pas d'abord une question de bonne organisation et d'un certain laxisme dans la durée du travail? Alors écoutez, là comme vous le savez, on dit la vérité. Va y avoir un rapport flash qui va sortir, soi-disant. Je suis assez mécontent de ce qu'on entend en disant que ceux qui vont remettre le rapport flash ne veulent pas de valorisation des gardes de nuit, des praticiens hospitaliers, des personnels. Il faut savoir qu'une infirmière, quand elle travaille la nuit, elle touche 1,07 € de l'heure de plus. Et quand il y a des astreintes, les médecins, les chirurgiens qui opèrent, on a l'impression qu'ils ont... Et puis souvent, c'est tellement petit qu'on a l'impression qu'une opération, ça vaut 30 €, 40 €. Il y a une question de salaire. Vous ne pouvez pas vivre quand vous êtes aide-soignante ou infirmière à Paris avec des salaires qui sont moins de 2 000 €. C'est impossible. Donc il y a une grande politique des salaires à avoir, premièrement. Deuxièmement, une politique sur l'organisation. L'hôpital ne peut pas fonctionner avec un système archaïque et pyramidal. On est les seuls à avoir un système qui fait que d'un coup, tout le monde doit se taire et écouter le chef. C'est plus comme ça la gestion. Non, mais il faut un directeur ou pas ? Il faut un directeur à l'hôpital. Mais qui soit un médecin, qui soit encore un administratif. Non. Je crois que là où on a eu des exemples de médecins qui sont devenus directeurs, ça n'a pas été très joyeux. D'accord ? Donc je crois que les directeurs, on n'est pas les uns contre les autres. On est là pour le malade et pour le service public. Les directeurs font très bien leur boulot. Si en effet, vous en avez qui sont mauvais, mais il y a des médecins aussi mauvais, d'accord ? Puis vous avez des directeurs très bons, des médecins très bons. Mais chacun a sa place. Alors, le président de la République, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Isabelle, a confirmé Elisabeth Borne comme Premier ministre dans ses fonctions de Matignon. Elle va être chargée de former un gouvernement d'action. Quel serait le portrait, je ne dis pas idéal, mais le portrait d'un ou d'une ministre de la Santé ? Oh là là, c'est quelqu'un qui... Parce qu'il ne suffit pas de critiquer, il faut proposer. Non, c'est quelqu'un qui travaille, qui connaît les priorités et qui écoute tout le monde. D'accord ? C'est les trois trucs qui sont compliqués. Et qui remet sur la proposition qui avait été déjà faite par la France Insoumise en 2018-2019, qui vient d'être refaite par les députés de la majorité, enfin relative de la majorité, c'est mettre le droit à l'avortement dans la Constitution, parce que c'est absolument essentiel. Donc vous soutenez le projet d'Aurore Bergé, le gouvernement dit oui, et vous dites que c'est essentiel pour les droits des femmes. Il faut que la France montre et inscrive le droit des femmes à l'avortement. Ce que font les États-Unis, qui autorisent le port d'armes pour tuer les gens, et qui s'en prennent aux femmes, mais est-ce qu'on va un jour enfin critiquer de manière raisonnable et forcément intellectuelle ce que nous montrent les États-Unis ? Donc la France ne doit pas être l'Amérique. Mais sûrement pas. Vous avez remarqué aussi que l'Amérique est en train de se radicaliser. Elle a ses talibans, elle a ses polices des mœurs et ses ayatollahs, d'une certaine façon. Ouais, et ben faites attention que ça n'arrive pas en France. C'est pour ça que ceux qui ne vont pas voter, il faut quand même qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont peut-être en train de préparer. Vous parlez en France, vous dites attention. En France, attention. Merci d'être venu. Merci à vous, c'est un honneur. Merci Merci Jean-Pierre Elkabbach.